Merci beaucoup aux organisatrices de cette journée d'études qui est vraiment très riche et très enrichissante. Hein, vraiment, c'est un très beau travail et j'ai déjà appris beaucoup de choses. Donc je n'ai pas perdu ma journée. Alors, donc, je suis Fabien Léostic, je suis artiste-chercheur. J'enseigne aussi, j'interviens pour animer différents workshops dans les écoles d'art où je propose aussi une expertise, notamment par exemple pour le prix Art et Éco-Conception de l'association Art of Change, qui a été justement, qui est en lien avec le Palais de Tokyo. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. Et c'est vrai que donc artiste, chercheur, c'est une terminologie qui pose quand même beaucoup de questions, parce que quand on en parle avec des artistes, ils ont tendance à dire oui, mais tous les artistes sont chercheurs, hein, on est tous dans une recherche. Oui, effectivement. Alors, juste clarification terminologique, artiste, chercheur, ça veut simplement dire que je suis chercheur d'un point de vue universitaire. Voilà, j'ai eu mon doctorat et je continue ma recherche en lien avec des laboratoires et je continue d'alimenter cette recherche. Et cette dernière est un peu particulière parce qu'elle se fait par la pratique artistique. Donc, quand vous prenez un chercheur, par exemple, en histoire, qui va étudier une certaine période, admettons le XVIe siècle, qui va s'intéresser à la naissance du secrétariat moderne, par exemple, il va se déplacer dans les archives et fouiller dans des boîtes d'archives. Moi, mes boîtes d'archives, là d'où je tire mes données exploitables pour mener ma recherche, c'est ma pratique artistique. Et ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre aussi, parce que ça demande à l'artiste de faire un certain exercice de dissociation et de distanciation par rapport à son propre travail et entre sa recherche plastique et sa recherche universitaire, qui bien sûr toutes les deux s'entremêlent. Ce qui permet en fait d'aller assez vite finalement, puisque la recherche théorique et la recherche pratique se succèdent en un espèce de mouvement itératif et viennent s'alimenter les unes l'une l'autre. Donc c'est vraiment je vous le conseille. Donc personnellement, j'ai ma pratique artistique, là aujourd'hui je me présente à vous avec la casquette principalement de l'artiste et non pas du chercheur, donc plutôt du praticien plutôt que du théoricien, pour aussi venir vous donner, non pas des exemples, parce que ce n'a rien d'exemplaire, vous le verrez, mais plutôt des témoignages de liens, de situations que j'ai pu rencontrer avec des institutions et qui ont justement servi la thématique écologique qui m'est chère. Parce que c'est vrai que mon travail porte principalement sur l'étude des problématiques écologiques au pluriel, c'est-à-dire des écologies sociales et environnementales et subjectives. Bref, j'étudie de près le lien que l'humanité entretient avec l'écosystème terrestre, de manière générale, et là, par exemple, pendant ma recherche doctorale, mon outil, ma lorgnette théorique, c'était la prospective, qui m'a permis de pouvoir ancrer mon travail, ou en tout cas imaginer ma pratique artistique et la projeter dans un futur lointain. Donc tout ça au travers d'une réflexion sur la raréfaction des matériaux. Alors nous allons étudier deux cas de figure. Donc la typo a changé, elle n'est pas inintéressante non plus, mais voilà, elle est un peu empâtée. C'est pas grave. Donc voilà, deux cas principaux que j'aimerais détailler avec vous. Donc évidemment, c'est pas du tout un étalage exhaustif des expérimentations que j'ai menées depuis une dizaine d'années. À la fin, je vous donnerai un lien qui vous permettra de pouvoir retrouver pour le coup l'opus de la thèse qui est en accès libre sur Internet. Bref, le premier cas que nous allons étudier, c'est une collaboration interespèces avec le phytoplancton. Donc collaboration ou coopération, justement, la question reste posée. Et donc voilà, comment je suis passé du laboratoire scientifique au centre d'art contemporain. Et un deuxième cas, qui était vraiment le cas sur lequel j'ai proposé cette communication, sur le naturalisme, donc le naturalisme scientifique en question, donc un dialogue fertile avec
de muséum d'histoire naturelle qui se poursuit encore maintenant. Donc ça, c'est quelque chose de beaucoup plus récent. Voilà, d'abord, j'aimerais vous parler un petit peu de la valeur, enfin, la notion de valeur, donc, qui est le sujet de l'invitation qui m'a été faite. C'est vrai que une des choses qui revient en permanence quand on parle de valeur, je pense à la valeur d'usage. On en a entendu parler un petit peu tout à l'heure. Et c'est vrai que cette valeur d'usage, c'est plutôt une notion qui appartient généralement au domaine du design. On cherche justement la valeur d'usage, c'est vraiment la valeur d'usage est au centre de cette discipline. Et c'est vrai que on peut voir le design et l'art comme deux espèces d'ensembles qui possèdent une intersection, mais il faut bien réaliser que les frontières, en réalité, entre l'art et le design sont extrêmement floues, sont extrêmement poreuses. Donc on trouve par exemple des domaines, des disciplines du design, enfin des domaines du design, de la discipline du design, pardon, qui appartiennent plutôt au design fictionnel ou au design d'anticipation, qui pour le coup sont extrêmement proches de la littérature fictionnelle, donc de l'art, et au contraire des travaux d'artistes en art qui ont une valeur d'usage et donc qui mettent un pied justement également dans la discipline du design. Et là où je voulais en venir, c'est qu'on voit aussi beaucoup dans les préoccupations écologiques, donc notamment par exemple dans deux des livres que vous avez certainement lus, L'art anthropocène de Bénédicte Ramade ou alors encore par exemple L'art écologique de Paul Ardenne, on trouve dans ces deux ouvrages et dans une multitude d'appels à projets qui mettent l'écologie au centre de leurs préoccupations, on trouve très souvent la notion de valeur d'usage au travers d'une petite phrase. Vous y ferez peut-être attention la prochaine fois que vous la verrez passer. Nous sommes à la recherche d'œuvres qui proposent des débuts de solutions. Voilà. Donc le début de solution, donc l'artiste devient la solution, en tout cas on cherche l'artiste solutionniste. Voilà. Alors ça, c'est pour ça que je vous ai mis une petite image d'hémicycle, c'est aussi que vous, en tant que professionnel de l'art, moi en tant que praticien, en tant que théoricien aussi, il y a un positionnement politique à choisir par rapport à tout ça. Voilà. Il n'y a pas il n'y a pas de bon ou de mauvais positionnement, ne rentrons pas là-dedans. Dans tous les cas, voilà, il y a des positions qui sont à respecter de chacun. Moi, la mienne, par rapport à ma propre pratique, c'est ça qui est génial quand on travaille quand on cherche son propre travail, c'est qu'on sait quand même de quoi on parle. Donc voilà, moi j'ai décidé d'avoir une pratique artistique qui n'a pas de valeur d'usage et qui n'agit pas sur le réel, mais qui agit sur la perception qu'on en a. Donc je vous ai mis juste 3 photos d'œuvres qui sont importantes pour moi dans mon travail. Donc ici, vous voyez l'installation Ruine qui a été produite en 2017 et qui a été présentée qui a été présentée au 104, qui justement est le fruit d'une collaboration avec un laboratoire, on va en parler, et avec les phytoplanctons. Ici, on a l'œuvre GESA, qui est une installation qui met en jeu de l'argile à l'état liquide et qui se déploie en explosion en random pendant toute la nuit blanche de 2018. Donc ça, c'était dans les bassins de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et une dernière installation qui est assez complète pour le coup, on en parlera aussi, donc qui s'appelle Sève élémentaire et qui met en jeu un outil de technologie, un film réalisé, une scénographie, une dimension performative, etc., etc., etc. Donc vous voyez qu'au travers de ces 3 images se posent déjà nombre de questions par rapport à l'éco-conception, par rapport à l'économie qui a été choisie pour privilégier par exemple une économie de services plutôt qu'une économie de biens, etc. On pourra en parler encore plus tard. Donc on va passer au cas numéro 1. Alors je voulais vous parler donc de ma rencontre aussi avec les phytoplanctons. Ça c'était en 2014. Je me suis intéressé aux phytoplanctons en premier lieu parce que
c'est l'élément le plus... Je m'intéressais aux vivants, et le phytoplancton se trouve à la base de la chaîne alimentaire, ce qu'on appelle vulgairement la chaîne alimentaire, je préfère le terme réseau trophique, il y a plus d'échanges d'énergie, c'est plus complet en tout cas de parler de réseau trophique. Et il est aussi responsable de 50% de l'oxygène que l'on respire, et en plus de ça, il serait à la base de la création de la vie. Voilà. Donc, je travaillais un petit peu sur ça, et en tout cas j'avais envie de connaître le phytoplancton, et lors d'une résidence en Espagne à la Casa de Velázquez, en poussant des portes d'universités, de salles, etc., j'ai été invité à visiter cette serre du laboratoire de biotechnologie de l'Université Polytechnique de Madrid. Et en rentrant dans cette serre, je vous le décris avec des mots puisque les images sont vraiment très limitées, on a une espèce de sensation complètement, on se sent envahi et submergé par l'humidité qui plafonne à 97% dans ce lieu-là, une chaleur oppressante parce qu'on se trouve sous des serres à Madrid, et une odeur d'humus extrêmement enivrante, et en plus de ça, une force picturale comme rarement j'ai pu en voir justement auparavant. Et tout ça dans un milieu confiné, dans un milieu recréé, artificiel, d'études scientifiques. Donc le laboratoire en soi, eux, ils se sont intéressés, ils s'intéressent aux capacités, ce qu'on appelle les capacités dépuratives des phytoplanctons. Donc c'est la manière dont ces micro-organismes, ces micro-algues, purifient l'air et l'eau dont ils sont au contact. Et en fait, une fois cette découverte faite, cette rencontre en tout cas établie, ce contact établi, j'étais bouleversé, je ne savais pas trop quoi en faire, donc je n'ai pas évidemment travaillé dessus immédiatement. Il m'a fallu un temps de digestion, ça aussi ça fait partie du temps du processus de création, et donc il a fallu qu'une fois la Casa de Velázquez terminée, que je trouve, c'était une résidence de courte durée, il a fallu que je trouve le moyen de pouvoir mettre en place un nouveau contexte pour pouvoir retourner dans ce laboratoire-là. Et ça n'a pas été extrêmement facile, et je tiens à préciser aussi que, donc je vous parlais enfin vous avez vu dans les images que ce sont des œuvres expérimentales pour la plupart, qui sont assez envahissantes, on va dire, et qui n'existeraient pas sans l'aide et l'accompagnement des pouvoirs publics et des institutions artistiques publiques. Et ça, c'est quelque chose d'important à répéter, c'est que mon travail n'existerait pas si je ne bénéficiais pas de cet accompagnement. Donc si je n'étais pas français, je ne pourrais pas travailler comme ça. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je voulais quand même vous dire. Et en particulier avec cette image, parce que grâce à la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté, j'ai bénéficié de l'aide individuelle à la création, qui normalement subventionne la création d'un projet sur son territoire, et qui là m'a fait confiance et m'a permis de pouvoir retourner au laboratoire de biotechnologie et squatter, on va dire, sans convention, de manière un peu pirate, une serre juste à côté de la serre de culture que vous avez vue, et mener toutes les petites expérimentations. Donc là-bas, j'ai rencontré une foultitude de gens, et ça aussi, c'est là où, quand on parle de s'asseoir autour d'une table, et puis de parler des projets, de parler de ces matières, de pouvoir dialoguer, de pouvoir échanger, c'est vraiment l'échange avec cet environnement-là qui a permis au projet de continuer, d'évoluer, et de donner naissance donc à ce premier prototype qui avait été montré au Palais de Tokyo, que j'ai appelé Monolith, donc en référence à 2001 Odyssée de l'espace. Il a très mal vieilli ce film, je suis déçu. Toujours est-il que voilà, c'était une première étape importante. Entre les deux, je vous ai coupé le moment où j'habite avec les phytoplanctons à la Cité internationale des arts, où je rentre avec mes phytoplanctons en soufflant dedans pour pas qu'ils meurent à la place du passager, etc., etc. Je saute et je galope un petit peu plus vite pour pouvoir justement vous montrer cette installation-là, qui là pour le coup vraiment prend 120 mètres, s'étale sur 120 mètres carrés dans un espace beaucoup plus clos que celui-ci, qui était donc au sous-sol du Palais de Tokyo. Et ici, là, j'avais enfin réussi à recréer cette première sensation que j'avais eue dans la serre, d'étouffement, d'écrasement, de chaleur, d'humidité, d'odeur, et c'était vraiment vers ça que j'avais envie d'aller, et donc ça, grâce à donc c'était une culture de phytoplancton qui commençait au moment du vernissage,
et qui s'étendait sur toute la durée de l'exposition et qui questionnait donc à la fois la durée de l'œuvre, mais aussi la durée de l'exposition. Donc, ça a été un point de bascule aussi pour ma recherche, parce que, qui a commencé en 2018, en intégrant donc le programme doctoral Sacre. Là, vous voyez, c'est une pièce qui a été montrée en 2017 pendant la Biennale Nemo, et à la fin de cette aventure d'exposition, j'essaie toujours de faire un petit peu un bilan de mes ressentis, d'essayer de faire un petit peu un brainstorming avec moi-même. Vous voyez, j'étais prêt pour attaquer la recherche. Et donc en faisant cette analyse post-production, je me suis dit qu'il y avait quand même un problème. Ce qui m'a d'abord sauté aux yeux, c'était la consommation d'électricité. Donc là, vous ne le voyez pas, j'ai essayé de les cacher au maximum à la prise de vue, mais en fait, c'est bombardé d'éclairage horticole artificiel. Et donc en fait, sur les 4 mois d'exposition, tout en ayant justement ce discours sincère du phytoplancton qui est à la naissance de la vie, qui est à la base du réseau trophique, qui purifie l'air que vous allez pouvoir respirer, etc. Et bien, au bout des 4 mois d'exposition, j'avais libéré 5 tonnes d'équivalent CO2, rien qu'en consommation électrique. Je vous passe les détails sur la consommation en eau, etc., etc. Ça, voilà, ça, ici, on a la base. Donc cette prise de distance et cette espèce de regard, essayer d'adapter un regard honnête par rapport à sa propre pratique, c'est le début d'un changement, c'est le début d'une transformation, et c'est ça que j'ai attaqué au début de ma recherche. Je suis rentré dedans comme ça. Et donc, je vous ai mis l'image d'un petit caillou, parce qu'en fait, en prospective, on parle beaucoup de tendances lourdes et de signaux faibles. Et ce qui intéresse le plus le prospectiviste, c'est le signal faible. Alors, on est à la recherche du signal faible, et le signal faible, il est assez étrangement identifiable. Il naît d'une gêne, il naît de quelque chose qui gratte, il naît du caillou dans votre chaussure qui vous empêche d'avancer, il naît de cette petite chose qui n'arrête pas de vous embêter, presque de vous culpabiliser. En tout cas, il est cette aspérité du monde que vous n'aviez pas rêvé, que vous n'aviez pas vu avant et sur laquelle vous venez trébucher. Et donc, par rapport à cette œuvre-là, il y avait la consommation d'électricité, comme je le disais, la consommation en eau, mais aussi la considération pour le phytoplancton. Parce qu'une fois que, au démontage, s'est posé la question de, bon, qu'est-ce qu'on fait de cette masse de phytoplancton que j'ai eue? Parce que le phytoplancton, il suffit d'en garder une partie qui est en fait la souche mère. Ensuite, on vient développer en la mettant dans l'eau, en la nourrissant, etc. etc. Voilà. Et donc, j'en ai éprouvé une culpabilité certaine. Ça aussi, caillou dans la chaussure, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. C'est là que j'ai commencé, donc vous voyez, il y a des choses, les temporalités aussi, hein. Rencontre avec le phytoplancton en 2014, exposition au 104 en 2017, et enfin formalisation d'un nouveau projet pour essayer d'alimenter tout ça, et 2021, résidence au FRAC de Besançon. Alors, vous voyez sur la photo que donc, le FRAC est un bâtiment qui est bordé par le Doubs, qui est une rivière qui traverse toute la ville de Besançon. Et le nouveau bâtiment qui a été fraîchement rénové, en tout cas réhabilité, a été construit avec un petit bassin qui court tout le long du bâtiment, et qui est un bassin de rejet de la pompe de géothermie que vous voyez juste en bas à droite. Et quelle joie j'ai eue quand je suis allé visiter une exposition là-bas et que j'ai découvert des algues proliférer dedans. Et donc quand j'ai rencontré la directrice du FRAC, Sylvie Zabata, tout de suite je me disais mais quelle merveille, vous avez tout un écosystème, Elle m'a dit m'en parlez pas, on est obligé de payer la mairie tous les ans pour nettoyer ces bassins, on n'en peut plus, donc du coup on ne les remplit même plus, voilà, on va les assécher, etc. Et donc moi je lui ai proposé justement de travailler sur ça. Et donc là, il se passait quelque chose, c'est-à-dire que la consommation en eau qu'avant je tirais du réseau domestique, elle provenait donc de ce bassin de rétention. Le phytoplancton, qui était à la base une souche qui provenait d'un laboratoire madrilène, ici d'un coup je re-questionnais la dimension in situ de mon œuvre et de mes expérimentations, puisque j'utilisais les phytoplanctons naturellement présents dans l'eau du Doubs.
Et enfin, je pouvais complètement déconnecter presque complètement déconnecter mon monolithe du réseau électrique, parce que tout simplement je me servais de l'énergie solaire que j'avais perdue en chemin. Voilà. Et donc là, l'objectif final de tout ça, donc là vous voyez un peu l'envers du décor. Ces monolithes, ce sont en fait des arêtes, on parlait d'installation démontable avec une chaussette en jersey synthétique qui permet aux phytoplanctons qui sont dans l'eau de s'accrocher sur le tissu et de croître grâce justement aux UV qui leur parviennent. Et il y a une pompe de relevage qui vient relever l'eau sur les parois intérieures de ce monolithe. L'objectif, c'était aussi de connecter, pourquoi pas dans un futur, le monolithe directement à la pompe de sortie de géothermie pour vraiment complètement déconnecter le monolithe du réseau électrique et donc passer d'une installation extrêmement énergivore à une installation passive, voire positive, puisqu'en fait, avec l'accumulation du phytoplancton, on avait une accumulation du carbone, etc. etc. Ça, c'est les discours très policés et officiels qu'on sert pour essayer d'avoir des partenaires. Et voilà, encore une fois, ces typos qui se dérèglent, quel dommage. Donc 4 mois après, voilà, donc j'ai eu l'autorisation par Sylvie Zavata de mettre un monolithe en expérimentation dans ces bassins et en la prévenant, en lui disant voilà, on ne sait absolument pas ce que ça va donner, donc 6 mois après, je viens récupérer l'installation et là je découvre ça, donc moi je tourne pantois, j'adore, je passe une après-midi les pieds dans la mousse, à prendre des photos de partout, etc. Enfin, je découvre des dizaines de sortes de larves, de micro-mousses, de petites choses, enfin tout un écosystème. Et donc j'arrive enjoué au secrétariat de la directrice du FRAC en me disant bon voilà, je suis super content de ce que ça donne. Oh, on ne parlait pas les moustiques qu'on a, c'est pas possible, etc. Donc je dis ouais, c'est vrai, j'aurais peut-être dû mettre des poissons dedans. Bon voilà, on passe et je fais ce débrief avec donc la directrice du Fonds régional d'art contemporain, Sylvie Zavata, que je remercie encore pour son honnêteté parce que ça m'a permis de pouvoir construire la suite de ce projet-là. En tout cas, elle m'a affiché de manière très sympathique, en toute sympathie, en toute amitié, son immense déception par rapport au devenir de ce monolithe, puisqu'en fait, le monolithe qu'elle voyait ici n'avait pas du tout le même verre que celui qu'elle avait vu sur les photos. Et elle espérait secrètement qu'en fait, le monolithe allait aspirer toutes les algues du bassin et laisser une eau claire, ce qui aurait pu être possible en soi. Et c'est là aussi où on revient sur qu'est-ce que c'est que l'expérimentation, qu'est-ce que c'est qu'une résidence, qu'est-ce que c'est que l'œuvre, est-ce que, en plus de ça, vivant, quand on manipule le vivant, est-ce qu'on peut se permettre en tant qu'artiste, même en tant que paysagiste par exemple, de pouvoir affirmer à une personne que son jardin va être sublime dans 3 mois et que on ne sait pas en fait, même quand on plante un arbre dans son jardin, on ne sait jamais s'il va survivre à une saison. Donc la suite de ce fabuleux projet, c'est qu'en fait j'ai un peu travaillé sur les technologies de relevage qui existaient et j'ai découvert le bélier hydraulique. C'est exceptionnel, c'est avec ça qu'on relevait l'eau à l'époque, c'est-à-dire que c'est grâce au pouvoir gravitationnel de l'eau, dans un cours d'eau, vous pouvez relever une petite quantité d'eau, mais en continu, jusqu'à une centaine de mètres de hauteur. Donc si par exemple j'arrive à trouver un partenaire, un lieu de résidence, par exemple, suffisamment fou pour me dire super, tentons ça, qu'il y a une rivière, par exemple, à proximité de son terrain ou dans son terrain, je pourrais éventuellement installer un bélier hydraulique et remener encore, poursuivre mes expérimentations avec un monolithe placé quelque part dans la forêt et qui deviendrait justement une niche écologique comme j'ai pu le constater avec les différents essais que j'ai faits, notamment à Montreuil. Je ne vous ai pas mis ça parce que c'était trop long. J'explose le temps. Est-ce que je m'arrête ou je peux faire le deuxième ou... Peut-être on peut faire une série d'échanges et puis si jamais il y a le temps, ouais, on peut faire ça. Ok, très bien. J'imagine qu'il y a déjà beaucoup de questions sur cette première partie qui était passionnante. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.